Bonsoir à tous. Donc je suis la distributrice du film. Je suis des films du Losange, Régine. Donc je voulais vous dire quelques mots avant le début du film. J'en profite pour que les derniers spectateurs arrivent. Donc, je voulais remercier d'abord vous, le public, d'être ici ce soir parce que c'est formidable. Le film sort demain. Il fait froid et je trouve ça formidable en tant que distributrice, au-delà de mon propre film, qu'il y ait autant d'yeux passionnés de cinéma pour être là ce soir et c'est très, très touchant. Donc merci beaucoup, ça nous encourage tous à continuer notre métier et à y croire parce qu'il y a toujours un public pour des films parfois exigeants comme celui-ci, comme vous allez le découvrir, mais qui sont porteurs d'une grande force. Je voulais aussi remercier MK2 de nous recevoir ici ce soir, de sortir le film et de le défendre comme ils l'ont fait, notamment aussi sur leur plateforme MK2 Curiosity, sur laquelle vous pouvez découvrir des courts-métrages et un long-métrage et la vie de Joachim Lafosse. Vous dire, donc le film sort demain. Je voulais remercier tous nos partenaires, bien sûr en production, donc Anton Tedner de Stenola Film, Janine Tilgues de Samsa Film, et bien sûr tous les partenaires qui ont aidé le film du Losange à coproduire et distribuer ce film. Bien entendu France Télévisions, Canal+, Ciné+, la région Grand Est, où le film a été tourné, puisque c'est à Metz que l'histoire est située, et bien entendu le CNC qui nous a aidés dans tout ce chemin. Donc merci à tous, ça nous a permis de porter ce film jusqu'à vous ce soir et à tout le public demain. Et je remercie aussi beaucoup Joachim Lafosse, le réalisateur. C'est un metteur en scène avec qui nous travaillons beaucoup, très bien et depuis longtemps. Nous avons été ensemble sur un premier film qui s'appelait À perdre la raison. Nous avons eu il y a 2 ans Les Intranquilles en salle, qui je crois a touché beaucoup de spectateurs qui ont été très, très impressionnés par le film, par les acteurs. Et là, ce soir, à nouveau, sur ce film Un silence, où nous retrouvons des acteurs que nous aimons beaucoup, qui là aussi livrent une performance très forte et très belle. Et je pense que Joachim Lafosse a une façon de nous parler de l'intime, de son regard sur l'intime, de nous faire voir, qui fait que quand on sort de ces films, on regarde toujours le monde autrement et on juge aussi les gens autrement. Et chacun de ces films renvoie à notre propre vie et notre propre histoire. Donc c'est un bonheur, je crois, pour nous tous d'avoir travaillé avec Emmanuel Devos, avec Daniel Auteuil, avec Jeanne Chéral et tous les autres comédiens. Je ne peux pas citer tout le monde, mais ça a été une très belle équipe et un très très joyeuse et belle entente. Voilà, donc je voulais vous remercier, vous dire qu'à l'issue du film, donc ça sera la première fois que tous les comédiens, donc Emmanuel Devos, Daniel Auteuil, Jeanne Chéral et Joachim Lafosse seront réunis ensemble. Donc on en est très heureux, je pense que c'est un très joli moment. Alors ce n'est pas moi qui ferai la modération, parce qu'il y a un journaliste qui a beaucoup aimé le film, qui s'appelle Renaud Barognan, du Parisien, et qui avait vu le film il y a très longtemps, il y a 6 mois, au Festival de Valenciennes. Et il a beaucoup aimé le film et j'ai pensé que c'était très fort et très bien que ce soit lui qui ait la parole. Et puis c'est beaucoup mieux faire que moi pour poser des questions. Alors je vous remercie à tous beaucoup d'être là ce soir. Le film sort demain et voilà. Je vous souhaite une très belle projection. J'ai le plaisir d'annoncer donc l'arrivée d'Emmanuel Devos.
pour ouvrir ce débat et à qui je passe le micro. Régine, on peut l'applaudir. Bonsoir à tous. Pas de secouer, ça va? Alors, on va peut-être commencer par le patron. Est-ce qu'il y a besoin que je présente le monsieur qui a fait le film, il s'appelle Joaquin Lafos. Vous avez probablement... Damien Bonnard, je crois qu'il est là. Voilà. Passe sur, si vous ne l'avez pas vu, passe sur France 5 lundi soir à 21h. Si vous ne l'avez pas vu. L'heure raisonnable. Allez. Joaquin. Ce qui est surtout très heureux, c'est que c'est la première fois que vous êtes qu'on est tous ensemble pour vous présenter. Ça, c'est formidable. Et après, c'est un énorme plaisir. J'ai fait 25 avant-premières un peu partout en France. Et les échanges après le film sont vraiment formidables. Et donc, je crois que c'est avec un grand plaisir qu'on va échanger avec vous autour du film. Tu veux dire que tu leur mets la pression là? Voilà, alors vous incluez bien vos questions. J'en ai quelques-unes avant, et puis après, c'est pas Joaquin, alors je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est quand même l'adaptation d'une histoire, enfin l'adaptation, c'est tiré d'une histoire vraie qui a secoué la Belgique, l'affaire Victor Vicel. Mais je crois qu'il n'y a pas ça qui vous a donné l'idée du scénario. Non, c'est. En fait, je dirais qu'il y a deux choses importantes. Évidemment, quand on se met à écrire un film, d'abord il y a l'intention, on ne sait pas exactement, mais on sent qu'on est attrapé par quelque chose. Moi, j'étais au fond d'abord, en découvrant le fait divers belge, j'étais très ému par ce qui arrivait à cet adolescent, à ce jeune homme. Quand j'ai découvert le contexte dans lequel il a grandi, enfin il a été enfant, puis il est devenu adolescent, j'avais un petit peu envie de me faire son avocat. Ce qui était assez proche au fond de ce que j'avais ressenti à l'époque d'Affaire de la Raison, en découvrant ce qu'on appelait en Belgique l'affaire Verdi, et qui m'a amené à faire ce film avec Émile Dequesne à Bernard. Mais il y a d'autres choses. Quand je me mets à lire les minutes du procès, où je découvre ce personnage de la maman, puis et il y a aussi que c'est vrai qu'en 2008, j'ai tourné un film qui s'appelle... Non, il y a une chose avant ça qui vient, ça c'est plus tard. La première chose qui vient, c'est que il y a la libération de la parole, mais il y a une chose, si on veut soutenir la libération de la parole, il y a une chose qu'il faut jamais perdre de vue, c'est qu'au fond, quand des témoins, des victimes osent parler, c'est souvent, enfin en fait pas souvent, c'est toujours parce que c'est des gens qui ont une estime d'eux suffisante, une confiance en eux et une force qui leur permet de dire. Mais tout le monde n'a pas cette force. Et bien souvent, quand on est victime, c'est justement parce qu'on s'est senti fragile. Je pense qu'Astrid, elle n'a pas rencontré l'avocat, elle n'a pas rencontré par hasard. Cet homme l'a séduit aussi de par la manière dont il pouvait la rassurer, dont il pouvait s'imposer. Et puis il y a une autre chose, en fait j'ai commencé à faire le film avant de tourner continuer. Et là j'ai écrit des premières versions comme ça, puis j'ai tourné continuer, je l'ai repris, j'ai tourné Les Intranquilles, et après Les Intranquilles j'ai repris l'écriture. Et là il y a quelqu'un qui m'est très proche, qui m'a... Enfin, en fait, excusez-moi, j'en ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais... donc, je ne sais plus ce que j'allais dire. Vous avez renvoyé à un film. Non, c'est ça, merci. Donc en fait, en 2009, je tourne un film qui s'appelait en 2008, Élève libre, et le film sort en 2009. C'est un film, à l'époque, je n'ai pas osé le dire très fort, c'est un film qui était très autobiographique, qui raconte un moment de mon adolescence, l'histoire
période de ma vie qui a été assez violente. Et en fait, je crois que à 30 ans, quand je tournais les livres, c'était au fond dans l'espoir que des gens qui m'avaient connu adolescent reconnaissent ce que je raconte et me parlent, m'échangent la fin tout à l'heure. Et en fait, ce que j'ai découvert à la sortie de ce film, en 2009, c'est que ces gens justement qui m'avaient connu adolescent, je les voyais plutôt changer de trottoir quand je les croisais. Et moi, j'ai commencé à avoir honte, je suis devenu assez silencieux, et encore plus qu'avant avoir fait le film. Et puis, juste après le tournage des Infantiles, quand je reprends l'écriture d'un silence, il y a quelqu'un qui m'est très très proche, qui m'a appelé très ému, en s'excusant de ne pas avoir vu Hélène plus tôt, et tout de suite en me demandant comment j'allais. Et à ce moment-là, en discutant avec cette personne, je me suis rendu compte qu'au fond, elle savait ce que j'avais raconté dans ce film, mais elle ne voulait pas le voir. Mais qu'elle était aussi, elle, honteuse de ne pas avoir pu me protéger, en fait. Et donc, elle était aussi, elle, envahie par la honte. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire qu'il y a quelque chose autour de la honte. Et puis, en fait, très peu de temps après, en fait, ça correspond à peu près au même moment où j'envoie une première version à Emmanuel DeVos, et qui me dit on n'y est pas encore tout à fait. Et là, je me remets à travailler et je reprends le point de vue d'Astrid. Et donc, le film est devenu ce qu'il est. Une chose est sûre, je crois que pour faire un bon film, il faut en passer par le point de vue de tous les personnages. Voilà. Et ça, j'ai la fin de l'écriture correspondait au personnage d'Astrid. Alors, justement, Emmanuel, c'est un film, il y a deux personnages par les femmes, ils ne sont pas du tout sur la même mode de fonctionnement, j'ai envie de dire. Vous êtes plus dans la les silences, dans les ténèbres, elle fait passer des choses, je trouve, par les yeux, par le silence même. C'est difficile, comment vous avez abordé le personnage d'Astrid? Je dirais ça. Par le silence, justement. Comment C'est très étrange parce que j'avais déjà quand même lu beaucoup de choses sur toutes ces histoires dont heureusement on parle de plus en plus. Et j'étais toujours très étonnée par exemple dans l'inceste, de la position de certaines mères. Et donc j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, et contrairement malheureusement à ce qu'on peut croire, une mère ne protège pas forcément ses enfants. Mais c'est toute une complexité humaine qui est très intéressante à savoir. Et je sais pas, j'ai un peu plongé comme ça. C'est vrai que par moments on peut se dire qu'on va juger un personnage parce que il y avait vraiment des phrases qui me paraissaient sidérantes à dire, quoi. Il y avait des situations à vivre qui me paraissaient folles. Mais finalement, on a répété beaucoup avant de tourner, et puis c'est rentré petit à petit. Et après, il faut quand même dire qu'avec Daniel, c'est aussi très facile, parce qu'on avait déjà tourné ensemble dans L'Adversaire. On avait déjà des relations un peu compliquées. On avait des relations très apaisées dans les films qu'on a fait ensemble. Et non, mais c'est facile aussi de se dire que quand on a un mari comme ça, depuis longtemps, c'est facile aussi de voir qu'on peut être hypnotisé et que. Voilà, n'écoute pas Daniel. Une sorte de truc d'hypnotisme, de l'amour, et petit à petit, on se laisse entraîner à mentir, à taire, voilà. Donc c'est. Voilà, puis le travail avec Joachim était assez passionnant. C'était un personnage un peu. Pas difficile à vivre, physiquement me faisait un petit peu mal quand même tous les jours. J'avais quand même une sorte de poids sur le plexus avant chaque scène. Mais le tournage était très heureux et très enrichissant, très, très passionnant. Donc j'y allais quand même avec joie tous les matins.
il y a juste une petite chose. Il y a quand même quelque chose que. Moi, j'ai pas du tout envie. Je suis cinéaste, je suis pas procureur. Et je pense que cette femme est aussi une victime, dans le sens où elle n'a jamais demandé à ce que son petit frère soit violé par son mari. Jamais elle a demandé ça. Et il est possible qu'il y ait une sidération telle et qu'elle n'ait pas la force et la confiance et l'estime d'elle-même qui lui permettrait d'imaginer qu'un autre chemin est possible. Ça veut dire qu'elle n'a pas la force. Et ça, je trouve que plutôt que, ok, on peut se poser la question de la complicité, de la culpabilité de cette femme, c'est une question qui peut exister, mais la question du comment ça se fait qu'elle ne parle pas m'intéresse, moi, en tout cas, beaucoup plus. Daniel. Oui. Alors, comment j'ai abordé le Comment vous avez accepté, parce que vous avez commencé par certains personnages. Je suis un personnage qui jouait. Quand j'étais jeune homme, je jouais avec un acteur, un grand acteur qui s'appelait François Perrier. Et il m'a dit, si tu refuses un rôle, regarde qu'il accepte. Et donc, si vous voulez, à partir de là, qu'est-ce que j'ai vu? Bien sûr que c'était un rôle périlleux, mais à vaincre sans péril, comme dit l'autre. Tu peux pas voir ceux qui l'ont refusé. C'est pas le problème. Moi aussi, il est arrivé de refuser des films qui ont fait des millions d'entrées. Bon, ça ne sera pas le cas de celui-là. Mais en tout cas, si vous voulez, j'ai bien fait d'accepter parce que vu les réactions du public et de la presse. Donc, alors, comment j'ai préparé ce film? Un petit secret d'acteur que je vais vous livrer. Emmanuel parlait de notre aventure, de ce film très fort qui était comment ça s'appelait, l'adversaire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué les mensonges, mais j'ai occulté les meurtres. L'histoire me passionnait, comme ici, si vous voulez. J'étais heureux d'être dans ce film, d'être une pièce importante de ce film et raconter ce que notre ami avait envie de dire et de participer à ça. Pour le reste, j'ai aussi occulté ce qui me gênait et surtout, c'est de jouer un manipulateur. S'il est fort, ça se voit pas, quoi. Donc il n'y avait rien à faire de particulier ensuite. Voilà. Jeanne Chéral, alors pour vous, les cinéphiles, c'est votre premier grand rôle au cinéma. C'est la première fois, oui. C'est pour ça, voilà. Et c'est un personnage clé. En même temps, notamment dans cette scène où elle fait, cette longue séquence où elle fait des va-et-vient entre les uns et les autres. Comment ça vous a surpris que Joaquin Reynaud propose Oui, ce parce rôle? non, je me disais, mais pourquoi personne ne m'a encore jamais vu en flic? Non, c'est vrai que ça m'a beaucoup surprise parce que c'est a priori loin de moi, mais je me suis dit que si Joachim avait cette intuition, c'était sans doute pas par hasard, et s'il voyait là-dedans, j'avais envie de lui faire confiance. Et c'est vrai qu'à la lecture du scénario, j'ai été hyper touchée par l'image que Joachim donnait de la police. Enfin, on a envie que la police ait cette capacité d'écoute et d'empathie. J'étais hyper heureuse de pouvoir incarner ça, quoi, incarner cette figure-là. Et comment c'était de jouer c'était la première fois quand même. Oui. Ce que j'ai aimé et ce qui m'a peut-être... bon, déjà, j'avais vraiment les bouches, j'étais terrifiée, j'avais très peur, mais je suis traqueuse en général. Donc, et ce qui m'a aidée peut-être, déjà, c'est la bienveillance de mes partenaires, et d'Emmanuel en particulier, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques scènes ensemble, et on était on se donnait les mains, on était très tactiles l'une avec l'autre, ça m'a sûrement aidé. Puis aussi, les indications de Joachim étaient assez techniques, pas tant sur le plan des émotions ou des intentions que sur la rapidité d'exécution, ralenti, va un peu plus vite. Et ça, finalement, c'est assez musical comme indication, et je crois que ça m'a aidé.
Ok. Vous avez des questions? Bravo, déjà, tous, non, bravo, c'est brillant comme d'habitude, si j'ose dire. J'ai juste un tout petit point de seconde en disant qu'effectivement, je trouve ça brillant dans toutes le millefeuille des dommages collatéraux que ça raconte, et vous avez une capacité à chaque fois, je trouve, à montrer des scènes ou ne pas les montrer. Le choix, je trouve à chaque fois hyper judicieux sur ces ellipses-là. Et j'avais une question un peu banale en fait. Je me demandais sur le fait d'avoir installé le film au départ avec un tout petit principe, avec une première scène qui arrive plus tard dans le récit chronologique, de démarrer en fait après par le flashback. Est-ce que c'est une idée qui faisait partie des premières versions? Et pourquoi on en arrive à cette idée-là? Qu'est-ce qui fait la bascule de dire on va garder ça? Parce que quand je découvre le fait divers, je me dis sur une histoire comme ça, il vaut mieux travailler sur l'ironie dramatique que sur le suspense. Il y en a un peu de suspense, mais l'ironie dramatique amène à la question du comment on peut en arriver là. C'est une question. En fait, il y a une chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'il y a deux auteurs, deux autrices à un film. Il y a le cinéaste, et puis il y a le spectateur dans sa singularité, qui, différemment de chacun de ses voisins, fait son film lui aussi. Et l'ironie dramatique, cette manière de commencer en fond, en vous annonçant que quelque chose n'a pas été, voire plus, et ben ça vous amène tout de suite à la question du comment. Qu'est-ce que j'aurais fait moi? Voilà. Et donc ça rend actif, quoi. C'est ce que j'avais, c'est quelque chose que j'avais déjà essayé et exploré avec la Bernard. C'est une question pour Joachim. Merci pour ce film. Il y a quand même pas mal de suspense, notamment le dernier plan où le jeune est accusé. Je ne sais pas combien il y aura de ça s'appelle. En fait, moi j'ai une question plus sur le décor. Moi, Joachim, vous qui a choisi la ville de Metz, c'est une attache. En fait, c'est dommage parce qu'on ne la voit pas tellement, vu que les plans sont souvent très très serrés, notamment quand les acteurs sont à l'intérieur de la voiture, on voit les rues en flou. Donc, je crois que c'est volontaire. Est-ce que tu as des attaches avec moi? Parce que moi-même, je suis natif de Metz. C'est pour ça que je pose la question. Non, en fait, il y a une chose, bon, je décris quand même un milieu bourgeois. Alors, il n'y a rien qui statistiquement démontre qu'il y a plus de criminalité sexuelle dans les familles bourgeoises que dans les familles précaires. Il y en a autant. Par contre, il y a une chose que je connais venant de la bourgeoisie, c'est que dans la bourgeoisie, on se tait. On garde, peut-être parce qu'il y a aussi beaucoup à perdre, et à partir de ce moment-là, de cette réflexion-là, il s'agissait de trouver une maison qui incarne cette bourgeoisie. Il se fait que le film avait eu le soutien de la région Grand Est, et que donc on avait la possibilité de tourner là, et j'ai fait des repérages. Et il fallait aussi que je trouve une maison parce qu'il y a une chose quand je découvre le fait divers, toute simple, c'est que je n'imagine pas de faire ce film sans pudeur. La forme qu'il faut donner au film me semble tout de suite être. Il faut que ce soit public et sobre. Et il y a deux manières pour moi d'être public et sobre sur ce genre de récit. Pas tout montrer pour ne pas vous traumatiser, d'une certaine manière vous permettre de continuer à réfléchir. Et deuxièmement, le plan séquence est quand même un outil qui à la fois me permet moi de vivre ce plaisir avec les acteurs, de les voir écrire et leur permettre d'élaborer, de déployer leur imagination créatrice. Et en même temps, il faut un espace pour pouvoir écrire ces plans séquences. Et comme je ne suis pas un grand fan du Steadicam, qui pour moi a quelque chose d'un peu sexy comme ça, dans tous les films Netflix, on voit les Steadicam, ça flotte. Je ne voulais pas de ça, je voulais quelque chose de plus classique. Et donc on a décidé avec le directeur photo, qui je trouve faire un travail formidable, très casse-cou, parce que quand même, il va parfois à la nuit. Mais il fallait trouver une maison qui permette de se déplacer avec une dolly dans tout le rez-de-chaussée, quoi. Et avec des portes assez grandes,
Et on a beaucoup cherché, puis on est tombé sur cette maison au Port Saint-Martin. Voilà. L'idée aussi, ça sent Belgique. Oui, j'avais aussi un peu envie de prendre un peu de distance avec la Belgique. Bonsoir. J'ai une petite question. On voit donc à la fin du film, quand Daniel Auteuil a souhaité faire embrasser son fils, est-ce qu'on peut dire que c'est la chute de l'histoire? Parce qu'on peut considérer aussi que c'est comme s'il avait avoué, en fait, le personnage. Puisque le fils a voulu le tuer, en venant faire la bise, c'était pas normal. Donc c'est une forme de... Alors, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que heureusement chacun fait son film. Et donc, moi, il y a une chose en tout cas que je peux vous dire, je sais que très vite, je voulais aller jusqu'au procès. Parce que je voulais faire entendre et faire voir la manière dont c'est lui, dont lui ne répond pas aux questions qu'il pose aux journalistes. Et dont son avocate défend la prescription face aux questions des journalistes. Et je voulais aussi qu'on sente que Castrid, elle s'est de nouveau rangée du côté de sa fille. Parce qu'un des effets du venin de ce film dans cette maison, c'est quand même que finalement Astrid ne voit plus son frère du côté d'aller, que sa fille ne veut perdre son petit-fils chez elle, et elle a bien raison. Et donc c'est quelque chose qu'on observe dès qu'on parle, qu'on observe ce qui se passe dans une maison où il y a eu une criminalité sexuelle au boulot. C'est que souvent c'est plutôt les victimes qui sont sorties de la maison que le criminel. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je parle. Oui. Ben, à vous de voir. Et des questions En tout cas, je ne l'ai pas inventé. Des questions pour Daniel, Emmanuel, Jacques. Alors, moi j'ai deux questions. Juste avant le moment où on découvre en fait la tentative de meurtre et puis le moment où il est bourré à Raphaël, on voit un plan où il y a Raphaël qui est en train de fumer, plan très large avec un bâtiment rouge sur la droite. Ce plan est arrivé là, je ne sais pas trop pourquoi. Juste avant le moment où il récupère l'alcool et puis les clés, et il part. Et puis, deuxième chose, donc ça c'est un peu pour tout le monde, c'était finalement quel personnage est le plus malade? Parce qu'ils sont tous un peu malades dans cette famille. J'ai ni joué au médecin ni au procureur. À vous de voir. La première question qu'on vient faire. La première question. En tout cas, il y a une chose qu'on a eu envie de faire dans le scénario, c'est une bascule de point de vue. C'est vraiment de basculer, ce plan-là, c'est le moment où on bascule du côté de la souffrance de Raphaël, des effets de ce venin, mais vécu avec lui. C'est vraiment ce plan-là, ce plan large-là, où il est seul au fond. C'est peut-être une manière de démarrer ça avec elle. Et tout de suite après, il va dans la chambre pour l'alcool, il y a la musique qui démarre, et on part avec lui. Peut-être ce plan, c'est une manière d'amener une rupture, mais c'est pas théorisé, hein. C'est pas théorique en film, hein. Quand on le fait. C'est empirique, on essaye, on essaye un autre truc, et puis ça marche pas. J'ai une observation et une question. Je suis avocat, pénaliste, et d'abord, félicitations, bravo pour votre remarquable interprétation. Je ne connais pas l'histoire belge qui sous-tend le scénario, mais je voulais m'y intéresser. Il est vrai que dans la plupart des cas de dossiers où on a de l'inceste ou de la pédopornographie, il est vrai que tout le monde se tait, on couvre, c'est comme dans les dossiers de violence conjugale, on couvre au maximum parce qu'il y a un conflit de loyauté et que la femme, vous pouvez parler de vôtre, a choisi finalement un camp, puisqu'elle était contrainte à choisir un camp. C'est extrêmement fréquent dans tous les dossiers que l'on rencontre.
J'ai une question pour Daniel Auteuil. Votre rôle d'avocat, comment vous l'avez abordé? Est-ce que vous avez une idée spéciale de l'avocat? Parce que c'est vrai que vous, dans ce film, on n'est jamais avocat par hasard, mais vous ne prenez pas non plus dans le film des dossiers par hasard. Comment vous avez abordé votre rôle d'avocat? Alors, bizarrement, je vais, excuse-moi de parler du film que je viens de terminer, comme metteur en scène, et dans lequel je joue un avocat et pour lequel je me suis documenté et pour lequel j'ai assisté à des procès. Et donc là, si vous voulez, encore une fois, le fait d'être avocat, c'était pas son rôle essentiel à ce mec d'être avocat dans ce film. C'était d'être quelqu'un qui planquait quelque chose de sa vie. Donc, j'ai pas abordé du tout ce film techniquement sur le plan de l'avocat. Je l'ai abordé différemment dans le film. Je n'ai pas fait beaucoup de travail là-dessus. Bonsoir. Merci pour ce moment et puis pour ce travail vraiment très fort au niveau de l'acting de tous les trois. Voilà. Et Jeanne Gérald, vous m'avez vraiment beaucoup séduit. Et j'ai une question sur un moment du film pour Emmanuel et Joachim, surtout, sur une piste qui m'a fait poser des questions et sur la scène de la danse sur la chanson des films. Alors, rassurez-vous, si c'est celle, vous avez mal à l'aise, c'est que vous allez bien. Ouais. mais sur ce que ça dit, c'est l'inverse qui serait problématique. Mais qui n'est pas développé, donc j'avais envie de vous entendre en parler. C'est la scène dont on a le plus discuté au montage. Et moi j'ai tenu à la garder parce que je trouve que cette scène montre une chose, c'est la détresse d'Astrid. Mais surtout, c'est là en l'occurrence on voit bien le venin du crime. Dans le sens où, évidemment, comme quand même, quand je venais à découvrir le fait de Berge, il s'agit quand même d'un fils qui tente d'assassiner son père. C'est difficile de pas quand même un peu questionner la logique édipienne des personnages. Mais il y a une chose, et un peu, pendant longtemps, moi j'ai pensé qu'un homme, une femme, un parent qui veut faire grandir son enfant correctement, c'est quelqu'un qui vient séparer de l'autre parent, peu importe que ce soit un couple homosexuel, hétérosexuel, mais il y a à séparer. Et en fait, avec la vie, j'ai compris un truc qui est que je crois que ce qui permet aux enfants de grandir le plus paisiblement possible, c'est de vivre dans une maison où il y a un désir de chacun des parents l'un pour l'autre. Ça met tout le monde à la bonne place, en fait. Sauf que le crime, en l'occurrence là, ce crime, il empêche ça dans cette maison. C'est-à-dire qu'évidemment, elle n'est plus dans le désir, lui est mal placé. Et donc les conséquences de ça, c'est que malheureusement, dans sa détresse, elle, à un moment, oui, ça déborde. Elle se dépose, elle est trop proche de son fils, malheureusement pour elle, malheureusement pour lui. Mais j'avais pas envie d'oublier cette part-là des conséquences du crime. Parce que aussi, ce qui est terrible, c'est que Daniel, il est derrière la porte. Mais en même temps, il ne peut même pas rentrer pour dire mais non, c'est avec moi que tu devrais lancer. Tout est pourri par le crime. Et par la manière dont cet homme qui pour moi n'en est pas un, c'est pas un mèche, il ne s'est pas empêché, et il n'a pas empêché, et il a laissé circuler les cassettes dans la maison, et donc son fils finit par à son tour regarder les cassettes sans se demander si c'est un interdit, ou en tout cas en étant incapable de se... Voilà, et ce qui fait qu'on devient des hommes ou des femmes qui peuvent à leur tour porter des enfants qui deviennent des adolescents, c'est parce que des adultes se sont empêchés face à nous, face à nos désirs d'adolescents, d'enfants, qui peuvent être complexes et ambigus, mais on s'empêche pour que plus tard, à leur tour, les adolescents deviennent des adultes qui s'empêchent aussi. Et là, en l'occurrence, il n'y a rien de ça dans cette maison. Et voilà ce que ça engendre. L'enfant
sont adoptés, est-ce qu'il est issu de l'histoire du fait divers ou est-ce que c'est une création? Alors, merci de cette question. En fait, j'ai... Parce que ça structure incroyablement notre histoire. Alors, il y a une chose... quand j'ai accompagné Élève Libre, je me suis rendu compte d'une chose assez effrayante. C'est que il y avait une bonne partie du public dans la salle qui finalement ne trouvait pas ce qui arrivait à cet adolescent très très grave, que c'était un apprentissage, que finalement il obtenait son diplôme, que tout ça prend même la sexualité, c'était un peu vrai au fond. Alors que je faisais un film qui essayait de dire la nécessité des limites. Et 15 ans après, je trouve absolument magnifique qu'on soit là, collectivement, en fait, à essayer de s'interroger sur les fondements de l'interdit universel, du respect des générations, de l'interdit de l'inceste. Et en fait, en réfléchissant au personnage de Raphaël, je me suis dit qu'en faire un enfant adopté, ce qui n'est pas dans le fait divers, c'était une manière aussi de dire que la criminalité sexuelle, elle n'est pas génétique, elle est culturelle. Et c'est ça la question magnifique qu'on est tous en train de partager. C'est que c'est culturel, c'est-à-dire ça dépend de nous, la façon dont on va prendre soin les uns des autres, où on va protéger et percevoir et trouver une vigilance qui n'a rien de frustrant, hein, je vous assure, ça apaise. On va pas parler du tout, tous les trois d'ailleurs, de ce jeune comédien, parce que vous avez chacun des scènes très très différentes avec ce jeune comédien qui porte aussi le film autant que les autres sur ses épaules. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Je peux vous parler d'une scène que j'ai écrite et que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Son personnage étant totalement imbibé, tellement douloureux, tellement souffrant. J'ai une scène avec lui, où encore une fois, face à lui, j'ai cette autorité, j'ai cette espèce de mépris, et tout d'un coup, je ne sais pas par quel effet, il est contre un mur, dans la scène pour de vrai, et tout d'un coup, je l'ai vu, moi, se confondre au mur, rentrer dans le mur. C'est vrai, donc, il y a quelque chose, je ne sais pas s'il a été, c'était pas intellectuel, sa façon de réagir, c'était totalement physique, il a ressorti ce rôle très physiquement, très physiquement. C'est ce que j'ai ressenti, voilà ce que je voulais. Il est en Australie en année sabbatique. Ah, c'est très bien, je vous passe mes camarades. Moi, ce que j'ai ressenti sur les quelques scènes que j'ai, enfin la scène de l'interrogatoire que j'ai eu avec lui, c'est qu'il était hyper proche de ce qu'il est. Enfin, il a cette nonchalance pour les adolescents. Enfin, il a jamais été, je crois, en sur-régime, quoi. Ouais, en posture, en surjeu. Il a été super, très pro en fait, très pro et très naturel. C'est ce que j'ai ressenti chez lui. Ah non, on était un petit couple. On était bien tous les deux. Non, mais c'est vrai, il est absolument adorable. Et j'avais peur pour lui au début, parce que je trouvais que vraiment ce qu'il avait à jouer était vraiment pas évident. Surtout qu'il n'avait jamais joué, c'est pas un acteur, il ne peut pas avoir la distance. Et il a une grande solidité mentale qui fait qu'on allait gaiement faire certaines scènes. Notamment la danse, où je lui dis ça va, vraiment je danse pas comme ça avec ma mère, je dis non, mais moi je danse pas comme ça avec mes fils non plus. Je raconte ton histoire. Et voilà, Deux toutes petites questions pour Joachim Lafosse. La première, c'est comment faire de l'indicible un territoire de cinéma? Est-ce qu'il y a une méthode, Joachim Lafosse, qui nous amène vers l'indicible? Deuxième question, après des films aussi lourds, de très bons films, hein, j'adore, est-ce qu'on aura un peu de légèreté plus tard avec une comédie, par exemple? Parce qu'à Bernard a raison, moi ça m'a encore traumatisé jusqu'à aujourd'hui. c'est ça que je Là, je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller tourner un film au soleil avec Elia et Dara et deux petits enfants de 11 ans un peu doux. Voilà. On va voir si j'y arrive.
Et je vous dirai pas tout faire. Et votre question, il n'y a pas de méthode. La seule méthode, c'est qu'il c'est un art collectif, le cinéma, absolument magnifique. On fait ça ensemble et qu'il faut essayer d'emmener tout le monde avec. J'emmène tout le monde avec moi et qu'il y a autant de manières de travailler avec les acteurs qu'il y a d'acteurs. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de théorie. C'est ça la théorie. Je vais vous remercier, je pense qu'il va falloir qu'on arrête. Et je vais